Podcast C'est Chic Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, Golden Break, All-Star Cup, Sliders Keepers, AAD Lab, Deck pour qui s'abreuvoit, la voûte sportive, Focus, gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 29 avril 2025, c'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime, des départs passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, podcast 100% CH, en compagnie de la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette, et l'homme qui a toujours le sourire aux lèvres, Nicolas Zota. Les gars, comment allez-vous? Ça va super bien, vous autres? Ça super. Ça va très bien, ça va très bien. Un peu moins bien pour le Canadien de Montréal, mais on va en reparler dans quelques instants. Juste avant, les gars, je me permets de faire une petite parenthèse. Et là, vous n'allez pas le voir à l'écran, mais les spectateurs, eux, vont le voir. Premièrement, mesdames, messieurs, on vous invite officiellement à l'édition All-Star Cup NHL, tournoi de deck hockey qui sera tenu au centre HBLL de Terrebonne le 5 juillet 2025 prochain. Comment ça fonctionne? Eh bien, contactez l'organisation d'All-Star Cup pour de plus amples détails. Une édition LNH où vous pourriez représenter une équipe de la Ligue nationale de votre choix en tant que capitaine. Vous inscrivez votre équipe. Une soirée de repêchage le 26 mai prochain. Vous êtes drafté, vous choisissez l'équipe de votre choix et vous porterez les couleurs de cette équipe lors de l'édition du 5 juillet 2025, édition All-Star Cup LNH. J'en profite également pour vous parler là, un petit résumé du tournoi édition All-Star Cup du 26 avril dernier, édition qui avait lieu au centre HBLL de Laval. Encore une fois, une très très grande réussite en direct du centre HBLL de Laval où avait lieu la deuxième édition du tournoi All-Star Cup de cette année 2025. Ça a été un grand tournoi, encore une fois, une très très belle organisation. Encore une fois, il faut donner chapeau aux organisateurs. On a eu le droit à une méga ambiance, DJ sur place. On a eu le droit à Red Bull. On a eu le droit à Spark qui était là. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Spark Energy, qui est une boisson énergisante d'ici. Boisson caféinée. Ils étaient sur place avec leur table, ont montré leurs produits, ont fait connaître les produits Spark aux joueurs, aux joueuses de deck hockey. Ont permis aux joueurs qui étaient sur place de goûter à leurs différents produits. Il y avait également le Samouraï MMA, l'art martiaux mix, qui étaient sur place pour parler de leurs produits, eux qui organisent là, des événements de MMA. Donc honnêtement, là, ça a été un très très gros tournoi, plus de 50 équipes inscrites dans diverses catégories lors de l'événement All-Star Cup du 26 avril dernier. Donc encore une fois, une réussite pour l'organisation d'All-Star Cup. Et à défaut de me répéter, on vous invite à l'événement du 5 juillet prochain, édition All-Star Cup LNH. Soyez des nôtres.
L'échec avant qui sera encore une fois sur place pour faire l'animation comme le dernier podcast, comme le dernier tournoi du 26 avril dernier où le podcast Échec avant était sur place pour plusieurs quiz avec des prix à remporter. Et dans ces prix-là, eh bien, All-Star Cup qui tient à remercier leur fier commanditaire Red Bull pour encore une fois leur participation. Voilà, c'est fait. Donc, l'invitation est lancée. Revenons à nos moutons avec la voix mielleuse de votre échec avant et Happy Man Nicolas Zota. Les gars, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est la semaine dernière. On a fait le résumé des 2 premiers matchs de la série où le Canadien était en déficit 0-2 avant de s'amener au Centre Bell. Dans le match numéro 3 du 25 avril dernier. Depuis le dernier podcast, eh bien, 2 matchs ont eu lieu, le match numéro 4. Le match numéro 3 et le match numéro 4, soit vendredi le 25 et dimanche le 27. Avant de parler de ces 2 rencontres, faisons un tour, bref, des différentes séries présentement dans la Ligue nationale de hockey, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Du côté de l'Ouest, eh bien, entre les Jets et les Blues, c'est 2-2. On vous rappelle que les Jets avaient remporté leurs 2 premiers matchs à Winnipeg et ça s'est moins bien passé pour Connor Hellebuyck et les Jets à Saint-Louis. On va y revenir d'ailleurs sur Connor Hellebuyck. A-t-il l'étiquette de choker en éliminatoire? On va en reparler. Série Dallas, Colorado. On ne peut passer sous silence la belle histoire de Gabriel Landeskog qui, après plus de 1000 jours sans jouer, est de retour en séries éliminatoires avec son équipe. Quelle ovation il a eu le droit lors de son retour devant ses partisans. Et là, les Stars qui mènent 3-2 dans la série, donc l'Avalanche est poussée là, au bord de la clôture. Vegas, Minnesota, 2-2 et la série. LA, Edmonton, c'est 2-2 également. Dans l'Est maintenant, Toronto qui avait la chance d'éliminer en 4 les Sénateurs ont choqué sur leur première tentative. C'est bizarre, mais choquer et Toronto un à côté de l'autre, c'est quelque chose de familier, on dirait. C'est pas rare. C'est pas rare. C'est comme genre du beurre de peanut, là, puis du Nutella, ça va super bien ensemble. Choquer puis Leafs, là, c'est gustatif, c'est incroyable. On va espérer que ça se répète. T'sais, nous autres, on mange pas une toast. On en mange 2, on en mange 3, on en mange 4. Si Ottawa est gourmand, là, ils ont encore faim. Donc 3-1 Toronto après 4 rencontres. La bataille de la Floride, les Panthers qui ont accoté le Lightning au bord de la porte. 3-1 pour les Panthers. Washington-Montréal, 3-1 pour Washington et les arbitres de la Ligue nationale de hockey. La Caroline contre les Devils, 3-1 pour les Hurricanes. Les gars, est-ce qu'il y a une série qui présentement vous surprend plus qu'une autre? Est-ce qu'il y en a une qui vous déçoit peut-être? Moi, je vais y aller avec les Stars contre Colorado. Moi, ça me surprend du fait que les Stars sont en avance. C'est sûr que là, le match numéro 2 et numéro 3 sont terminés en prolongation. Ça aurait pu facilement être 3-0 pour l'Avalanche après 3 matchs. Mais avec la perte là, de Jason Robertson juste avant le début des séries, puis Miro Heiskanen qui n'a toujours pas participé à la série, je me serais attendu à peut-être un petit peu plus de puissance du côté de l'Avalanche, un petit peu plus de facilité. Là, on va se ramasser dans un match numéro 6 en arrière 3-2. Donc, je suis un peu surpris par la performance des Stars. Je veux dire que je suis peut-être un petit peu surpris aussi par les Devils qui se débrouillent quand même semblablement bien sans Jack Hughes. Et pour ce qui est des exceptions, tu as dit qu'on allait passer là-dessus tantôt, mais encore une fois, là, Connor Hellebuyck qui connaît des moments difficiles en série, qui donne beaucoup de buts. Et pour le gardien qui devrait gagner le trophée Vezina cette année, je trouve que c'est encore une fois une déception en séries éliminatoires. Ouais, je suis d'accord avec ça. De mon côté, moi, c'est surtout la série des Kings contre les Oilers, honnêtement. Si on m'avait dit que cette série-là se déroulerait comme ça, avant qu'elle commence, j'aurais pas cru, honnêtement. C'est du bon hockey qu'on regarde, c'est sûr et certain qu'on s'attend un peu à ce que Edmonton reprenne le dessus, tout ça. Mais je parle surtout de cette série pour mentionner la superbe série que l'ancien joueur des Canadiens de Montréal, Philippe Danault, est en train d'avoir, honnêtement. Je sais que je me répète, mais imaginez si on avait un centre de ce genre-là comme centre de deuxième trio, ça serait quelque chose d'incroyable. Je crois, si je me trompe pas, il est à plus 7 sur 4 matchs de série. Je sais pas combien de points il a eu. Je suis vraiment désolé, j'ai pas les stats exacts, là, mais
Bref, honnêtement, je trouve qu'il y a eu une il fait une très belle série en ce moment. Euh, Sinon, évidemment, je regarde Toronto-Ottawa avec un œil pas craintif, mais comme. Je sais pas si vous pouvez dire la même chose que moi, les gars, mais si il y a une série où ce que je voudrais que les deux équipes perdent, ça serait celle-là. Je Genre, suis si ces totalement deux d'accord. équipes-là pourraient partir comme ça, moi, ça me dérangerait pas. Je serais pas l'homme le plus heureux du monde. Il y a déjà d'autres trucs que j'aimerais qui arrivent avant, mais bref, c'est ça. Pour répondre à ta question, Philippe Dano, là, c'est 7 points depuis le début des séries pour le numéro 24 des Kings de Los Angeles. De mon côté, les gars, je ne peux pas passer sous silence la performance de Connor Hellebuyck avec les Jets de Winnipeg. J'ai dit qu'on allait en reparler, et là, c'est le moment d'en parler. Ma déception, présentement, je peux pas dire qu'elle est nécessairement sur les Jets de Winnipeg. Mais peut-être plus envers Connor Hellebuyck. Connor Hellebuyck, après les 2 premiers matchs entre les Jets et les Blues, avait donné 4 buts. 3 buts dans le match numéro 1, 1 but dans le match numéro 2. Les Jets menaient alors 2-0 dans la série. C'est après que ça s'est corsé. Dans le match numéro 3, après avoir alloué 6 buts contre les Blues de Saint-Louis, il s'est vu montrer la porte à Saint-Louis. Et là, on a commencé à se poser des questions. Est-ce que Connor Hellebuyck va choquer? Est-ce que Connor Hellebuyck est l'homme de la situation à Winnipeg? Est-ce que Connor Hellebuyck a l'étiquette de choker? Et honnêtement, je suis en train de me dire que oui. Dimanche dernier, dans le match numéro 4, Connor Hellebuyck s'est fait montrer la porte après avoir donné 5 buts. Soit les 5 buts des Blues de Saint-Louis. Ce qui veut donc dire que Connor Hellebuyck a donné 11 buts à ses 2 derniers matchs à Saint-Louis. Et les Jets n'ont jamais été dans le coup dans cette rencontre-là. Dans le match numéro 5, les Jets reviennent à Winnipeg. Connor Hellebuyck se doit de rebondir s'il veut amener les Jets de l'autre côté au 2e tour. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais s'il faut que les Blues sortent Connor Hellebuyck encore une fois dans le match numéro 5, cette série-là va se terminer en 6 à Saint-Louis et les Jets de Winnipeg vont être éliminés. Je pense que ça fait du sens, honnêtement. Puis évidemment là, que Connor Hellebuyck doit remonter son jeu d'un cran. C'est pas la première fois. L'année passée, c'était la même histoire contre Colorado. Si c'était l'année passée ou l'année d'avant, là, je suis plus 100% certain. Il me semble que c'est la saison passée. C'était la même histoire. C'était le gardien des Jets va faire la différence. Et finalement, il a fait la différence, mais en calant Winnipeg complètement. Donc là, c'est ça qui est en train d'arriver. Puis en plus, selon moi, on n'a pas eu le temps là, d'en parler là, des autres séries à part le Canadien avant le début des séries, mais pour moi, l'équipe repêchée la plus dangereuse en arrivant en série, pour moi, c'était Saint-Louis. Une très grosse série de victoires, une très belle remontée pour entrer dans les séries. Le vent dans les voiles toute la fin de la saison, pour moi, ça allait pas être une série facile pour peu importe qui allait jouer contre eux. Et là, ils se retrouvent contre la première équipe de la Ligue et Hellebuyck n'est pas capable de garder les filets de la façon qu'il l'a fait toute la saison. C'est c'est certain qu'il doit avoir une grosse pression. Comme on dit, là, ça fait plusieurs saisons qu'il choke rendu en série. Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules. Mais pour un gardien qui a connu une saison qui pourrait lui valoir une nomination là, au Trophée Hart, même, honnêtement, lui qui va très fort probablement remporter le Trophée Vézina, tu peux pas te permettre d'arriver en série puis de l'échapper comme ça si tu veux espérer te rendre loin. Là. C'est pas possible que cette équipe-là est bâtie autour d'un. Est pas nécessairement seulement bâtie autour d'un gardien de but. On a vu des équipes de Montréal bâties comme ça qui sont pas rendues nulle part. Ils ont des très bons joueurs à Winnipeg, mais quand tu as un gardien comme ça, t'espères que ce soit lui qui fasse la différence à chaque match. Quand il fait la différence en aidant l'autre équipe, tu te rendras pas nulle part, puis il n'y a aucune chance s'il continue avec des performances comme ça que Winnipeg s'approche même de la finale de l'Ouest. Là. Ouais, mais moi, les gars, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez juste que Hellebuyck, il a de la misère à gérer la pression? Parce que tu parlais de pression tantôt, Cédric. Moi, ça m'a juste rappelé les quatre nations, en fait. Je sais que, tu sais, peut-être que c'est pas aussi high stakes que les playoffs de la NHL, mais je me dis, c'est quand même genre. Moi, j'ai surtout repensé à la game de finale États-Unis contre Canada, puis je me dis, peut-être que c'était pas sa faute qu'ils ont perdu, mais
je me dis, s'il y a des grosses occasions qui se présentent comme ça, puis Hellebuck il perd ses moyens, c'est peut-être pas le bon gardien pour construire, pour gagner une coupe. C'est mon avis, mais je sais pas. Mais je suis d'accord, je trouve que c'est beaucoup dans les moments de pression qu'on voit Connor Hellebuck là, s'effondrer dans les dernières saisons. Il n'y a aucune difficulté en saison régulière, puis quand on arrive dans les séries, c'est très difficile, là. J'essaie de voir si on n'a pas des statistiques là, de séries précises pour voir qu'est-ce que ça donne comparé à la saison. Mais on peut le voir là, seulement en regardant rapidement les statistiques de cette année. Là. C'est pas acceptable qu'un gardien de but de sa trempe, qui a une saison, on n'a pas vu des chiffres comme ça depuis longtemps, honnêtement. Là, on passait un peu sous silence vu ses performances en série, mais ce gars-là est un excellent gardien de but. Mais dès qu'il y a un peu de pression, on dirait qu'il s'effondre complètement. Puis là, plus ça va, pire ça va être parce que plus il gagne pas, plus il y a de pression sur ses épaules, c'est certain. L'année passée, il y avait moins de pression qu'il y en a maintenant parce que l'année passée, il avait peut-être choqué juste une fois. Là, il a choqué 2 fois. Plus tu as mentionné les 4 nations, il n'a pas eu ses meilleurs matchs nécessairement pendant le tournoi des 4 nations. Je pense pas que ça a été la raison pourquoi le Canada a fini par battre les États-Unis au final. Mais je pense que tu soulèves un très bon point, là, qu'à chaque fois qu'il y a de la pression à le bug, ça commence à être difficile. Moi, de mon côté, Connor Hellebuck, puis vous avez soulevé de bons points. À chaque fois que les Jets de Winnipeg se sont taillés une place en éliminatoire, à part de mémoire, en finale de conférence contre les Golden Knights de Vegas, je me rappelle pas si c'était en finale de conférence, mais je sais qu'ils avaient affronté les Golden Knights de Vegas il y a peut-être 5, 6, 7 ans environ, là, je vais loin. De mémoire, c'est les playoffs où Connor Hellebuck a eu l'air le moins fou dans une série. Par la suite, on dirait que Connor Hellebuck, une fois rentré en série, ça a été catastrophique. On l'a vu aux 4 nations. Il n'a pas été capable de faire la différence. On le voit en playoff présentement. Même avec les devants 2-0, donne des mauvais buts. Il n'est pas bien positionné. Semble nerveux. Puis pourtant, c'est un gardien d'expérience, Connor Hellebuck, là. Il n'en est pas à ses premières séries. Il n'en est pas à ses premières saisons dans la Ligue nationale. Donc j'espère vraiment honnêtement qu'il va être capable de rebondir pour les prochains matchs. Si il ne veut pas finir par avoir l'étiquette de choker en séries éliminatoires. Ce soir, dans la Ligue nationale de hockey, 4 matchs sont au rendez-vous. Les Devils qui affrontent les Hurricanes de la Caroline et qui font face à l'élimination. Les Oilers qui affrontent les Kings de Los Angeles. Les Golden Knights qui affrontent le Wild du Minnesota, série égale 2-2. Et les Leafs qui ont une chance à nouveau de propulser les Sénateurs d'Ottawa en dehors des séries éliminatoires. Et non, la question du jour ce soir n'est pas est-ce que les Leafs vont choquer encore une fois, mais bien match numéro 5, Washington-Montréal, qui l'emportera. N'hésitez pas à aller voter à notre sondage de la soirée. Les gars, passons aux choses sérieuses. Le Canadien fait face à l'élimination et affrontera les Capitals à Washington le 30 avril prochain, soit demain soir, à compter de 19h. Premièrement, je veux vous entendre sur la victoire de 6-3 du Canadien où de chaque côté, les équipes ont perdu leur gardien numéro 1. Mais plus peur que de mal pour les Capitals qui ont retrouvé Logan Thompson dans le match numéro 4. Du côté du Canadien, ça a été Dobesch qui était là et il a pas mal fait dans cette rencontre-là. Pour un premier vrai départ en carrière en séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Mais juste avant, parlez-moi du match numéro 3. Le premier au Centre Bell devant une salle comble depuis 2017. Je sais pas pour vous, mais moi, honnêtement, j'ai eu des frissons dès les cérémonies d'avant-match. Et moi aussi, le hockey à Montréal, c'est quelque chose qui procure beaucoup d'émotions. Puis je pense qu'ils nous ont démontré ça là, avec le package vidéo d'avant-match. Puis la foule a été dans le match tout au long. C'était go, Habs, go, Thompson, tout le long de la game.
Puis ça a complètement énergisé le Canadien. Là, c'est le match où ils ont eu le plus de lancers. Puis c'est pour ça qu'ils sont allés chercher la victoire. Là, au-dessus de 40 lancers, Cole Caulfield en avait 11 à lui tout seul. Donc c'est ça qui, pour moi, a fait vraiment la différence. C'était cette énergie-là que si les Canadiens veulent espérer gagner d'autres matchs, il faut lancer sur Logan Thompson parce que c'est la raison pourquoi ils ont été chercher ce match-là. Logan Thompson reçoit des lancers, ne semble pas savoir sont où ses poteaux, bouge trop, plonge et jamais nécessairement bien placé. Donc tu as besoin de lancer. Puis on l'a vu ensuite, là, je suppose qu'on va repasser dessus un peu plus tard dans le match numéro 4, beaucoup moins de lancers. C'est ce qui cause la défaite. Donc beaucoup de lancers avec l'énergie de la foule qui a permis aux Canadiens là, de se propulser par-dessus les Capitals. Puis la semaine dernière, j'avais dit que je ne pensais pas que Jacky allait faire la différence et que si tu me disais qu'un gars comme Armia allait frapper plus avec Jacky derrière lui, je te croirais pas. Je vais prendre ma faute. Armia a quand même plusieurs mises en échec. Je vais cependant tenir mon point que je pense pas que Jacky a eu un impact monstre, à part peut-être un petit boost de confiance, mais il faut pas oublier non plus que c'était le premier match de série à Montréal pour tout le monde. Ça aussi, ça booste quand même bien la confiance. Je pense pas que Jacky a moins bien fait que ce que Struble aurait fait. Par exemple, quelques pénalités qui auraient pu être évitées, mais ça, on repassera sur les pénalités, je suppose aussi, un peu plus tard. Tu es allé? Vas-y. Ok. Moi, honnêtement, je vais répéter le mot frisson. Wow, honnêtement, là, quand il y a du hockey de série à Montréal, tout va bien. Il peut littéralement avoir une élection fédérale qui arrive, l'économie va mal, rien dans les comptes, mais le Canadien est en série, fait que tout va bien. Le ciel est bleu, il fait beau, il fait chaud, wow! Mais bref, ça c'est vraiment un match quintessentiel de séries éliminatoires. Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que le truc qui a fait gagner le Canadien dans ce troisième match, ça a été les unités spéciales. Dès que les unités spéciales ont commencé à marquer sur les power plays, puis dès qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais eu trop de misère à faire du penalty kill, puis tout ça, mais dès que ces unités spéciales-là se sont vraiment montrées dans la partie, c'est là où on a pris le devant, puis qu'on a regagné confiance, puis qu'on a fait, comme Cédric a dit, tirer sur Thompson, puis par la suite tirer sur Lindgren. C'est vraiment ça. Puis on peut dire ça aussi sur le premier puis pour le deuxième match. Malheureusement, les unités spéciales n'étaient pas autant présentes que pendant le troisième match. Fait que, regarde, selon moi, c'est vraiment un point qu'on doit accentuer si on veut être une bonne équipe en série. Non, c'est de très bons points. Puis honnêtement, je pense que les partisans ont été patients dans les dernières saisons. Quand Kent Hughes et Jeff Garton sont arrivés ici avec Martin Saint-Louis, on nous a lancé un plan. On nous a dit, Canadien part en reconstruction, soyez patients. Dans 3, 4, 5 ans, on va être une équipe compétitive, on va être en série, on va être aspirant pour la coupe. En début de saison, on nous a dit l'objectif est d'être dans le mix. Le Canadien était dans le mix. Mais si je recule au début de la saison, le Canadien était loin du mix. Au mois de novembre, le Canadien était plus près de repêcher dans le top 5 cette année que d'aller danser dans le mix. Au retour de la Coupe des 4 Nations, on y croyait, mais pas trop. Le Canadien s'est retroussé les manches. Kent Hughes et Suzuki ont eu une conversation. Le Canadien a roulé à fond de train. Arrive la date limite des transactions. Le Canadien est dans le mix, mais même près d'une place en éliminatoire. Kent Hughes ne bouge pas et donne le go à Suzuki et a confiance en son groupe de joueurs. Le Canadien se bat jusqu'à la toute fin. De peine et de misère. Et misère est un gros mot. C'est à la toute fin, au dernier match, que Santa Claus et la Caroline nous font le cadeau d'amener leur équipe B sur la glace. Le Canadien saisit l'opportunité d'arrache-pied et se classe en éliminatoire. On s'attend pas à ce que le Canadien se rende au carré d'as. On s'attend potentiellement pas à ce que le Canadien passe la première ronde. On y croit, mais on n'y croit pas en même temps. On veut y croire, mais on n'est pas fou. Si le Canadien vient qu'à être éliminé, c'est de l'expérience en banque. C'est une expérience qui, au début de la saison, n'aurait même pas dû être acquise.
Mais les joueurs l'ont acquis. Ils sont en train d'en acquérir encore. Si le Canadien gagne le prochain match, ça va être 5 matchs d'expérience acquis pour certains joueurs. Il y en a d'autres qui ont vécu la danse du printemps jusqu'en finale de la Coupe Stanley en 2021 et d'autres en sont à leur première série éliminatoire. Les partisans du Canadien ont été patients et là, ils ont leur bonbon. Dans le match numéro 1 au Centre Bell, les partisans ont explosé. Je pense que jamais Wilson a autant entendu son nom aussi longtemps dans une game. Je pense que Logan Thompson était écœuré d'entendre son nom en fin de troisième. Tellement écœuré que ça a été la débandade. Vous allez me dire, oui, il a été blessé. C'est sûr. Charlie Lindgren a bien porté son nom de famille. Parce qu'il n'a pas été bon. Je vais rester respectueux, je traverserai pas cette ligne-là, mais Charlie Lindgren n'a pas été bon. Est-ce que j'aurais préféré affronter Lindgren dans le match numéro 4? Assurément. Est-ce que le problème du Canadien lors du match numéro 4 a été le nombre de lancers? 100%. Un gardien comme Logan Thompson, qui a plus de 25 à 30 lancés dans un match, bégaye avec la rondelle. Pourrait être le candidat numéro 1 au Cirque du Soleil. Mais lorsqu'on lance en bas de 20 fois, c'est dur de déstabiliser un gardien. Lorsqu'un gardien reçoit un tir aux 5 minutes, c'est dur de le brûler. Lorsqu'on n'est pas capable d'amener des joueurs devant le filet pour nuire à la vision de Thompson, c'est dur de déstabiliser un gardien. Le Canadien n'a pas joué un mauvais match. Sans critiquer Dobèche, je crois qu'il aurait aimé revoir le 3e but des Caps dans le match numéro 4. Parce que selon moi, c'est peut-être le seul mauvais but qu'il a donné dans cette série-là. Et c'est peut-être celui qui va te faire mal au bout de la ligne. La série n'est pas finie. J'ai confiance que le Canadien peut rebondir à Washington. Mais ceci dit, le 3e but des Caps dans le match numéro 4 a fait très très mal aux Canadiens et probablement à Dobèche qui, d'après moi, s'en veut encore ce matin. Plutôt ce soir. Je pense qu'on peut croire en Dobèche qui nous a donné 2 bonnes performances jusqu'à maintenant. Je pense qu'on n'est pas mal pris puis on est très loin là, de voir Cayden Primo jouer un match en série. Pour ceux qui ont peur de le voir en uniforme, je vous le dis, on va appeler Caroline des Lions de Trois-Rivières qui vient de monter avec le Rocket avant de voir Primo là. Ou on va voir Patrick Chavalis de la SPVM être devant le filet avant de voir Cayden Primo gauler à Montréal en playoff. Là. Dans tous les cas, Dobèche est en confiance. Il a plutôt bien fini la saison régulière. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc, il n'y a pas de panique à avoir avec Jacob Dobèche. Quand vous entendez Alex Ovechkin dire après le match numéro 3, l'ambiance à Washington était la même. On s'entend pour dire qu'il se fout de la gueule des partisans à Montréal. Parce que quand tu sors du Capital One Arena, t'es capable de faire un jogging. T'es capable de voir ta maison, elle est où? Quand tu sors du Centre Bell, ça te prend une échelle de 20 pieds pour essayer de trouver il est où le métro. Fait qu'on va se le dire, là. Alex Ovechkin s'est foutu de la gueule des Montréalais, là, après le match numéro 3. Puis je pense qu'il n'y a pas juste Alex Ovechkin qui s'est foutu de la gueule des partisans montréalais puis du Canadien de Montréal. Moi, je suis pas dans la Ligue nationale. Je suis pas un membre de l'organisation du Canadien puis je le serai jamais. J'aurai pas d'amende de 5 000, de 20 000, de 25 000, de 50 000 pour ce que je vais dire là. Je touche du bois pour pas que ça arrive. Je sais que ça arrivera pas. Mais on va se le dire, là. On en a vu des mauvaises games. On en a vu de l'arbitrage douteuse. Mais on peut-tu se le dire que présentement, là, puis je vais peser mes mots, c'est affreux. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun sens.
à quel point c'est catastrophique d'avoir des arbitres aussi pourris. Je suis un arbitre au deck hockey. Vous allez me dire que c'est pas la même chose que sur glace, 100%. J'ai parlé à des gars que je connais qui ref sur glace sur des hauts niveaux. Puis tout le monde est du même avis. Les arbitres en ce moment qu'on a pognés à Washington, puis qu'on a pognés à Montréal, même si à Montréal ils ont été un peu moins pires, sont tout de même catastrophiques, là. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Mais Ovechkin qui frappe littéralement Jake Evans à la tête. Tom Wilson qui saute de 2 pieds dans les airs pour frapper Carrier le long de la rampe. Alors que la rondelle est pas là. On donne 5000 pièces d'amende à Wilson et Anderson qui se sont fait des caresses au banc des Capitals pendant que le coach a essayé de traverser le map et a fait « Hop là, moi je vais me reculer de là, j'ai pas le goût de manger une volée. » On n'est pas foutu de réviser les mises en échec. On donne une mineure simple à Ovechkin à un coup à la tête. En saison régulière, quand il y a des punitions douteuses, on va à la reprise quand on n'est pas sûr. À savoir si c'est une majeure ou si c'est même une expulsion. Est-ce que c'est parce que c'est Ovechkin qu'on n'a pas été voir ou on a vraiment jugé que c'était pas une mise en échec douteuse? C'est quoi votre impression sur l'ensemble global de l'arbitrage dans cette série-là? Puis sur le fait qu'on n'a pas sévi sur des coups qui étaient vicieux. Si vous vous souvenez pas, dans le match numéro 1, en début de match, Gallagher a mangé un cross-check sur le menton. L'arbitre qui était en arrière du jeu, juste avant le coup, a regardé dans les estrades. Je sais pas qu'est-ce qu'il regardait. Je sais pas si ses parents étaient dans les estrades, mais mon homme, tes yeux doivent être sur la glace, là. T'as un gars en avant de toi qui mange un cross-check dindant en début de match, puis tu trouves le moyen de regarder ailleurs. Même si tu fais signe au gars qui vend du popcorn dans rangée 116, et t'en auras pas de popcorn, mon chum, là. C'est-tu possible d'avoir un arbitrage qui fait du sens? C'est-tu possible d'avoir un Gary Bettman qui met ses culottes? Est-ce que c'est parce qu'on est une équipe canadienne que l'arbitrage est aussi pourri? Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, puis je vais vous laisser parler parce que ça fait 10 minutes que je suis en train de parler. Mais on entend beaucoup moins parler de l'arbitrage dans les autres séries que dans celle entre le Canadien et les Capitals. On entend moins parler de l'arbitrage. Excuse-moi, my God. C'est correct, On ça entend fait moins 10 parler de minutes que je parle. On entend moins parler de l'arbitrage dans d'autres séries parce qu'on est à Montréal aussi. Tu sais, moi, je suis quand même assez de près la série Dallas-Colorado. C'est pas plus rose par là-bas. Là, j'ai vu passer une pénalité pour high stick que Manson se tient avec son bâton à une hauteur normale. Puis Jamie Benn décide qu'il passe puis qu'il reçoit le bâton à cette hauteur ici à peu près, puis qu'il se pogne la face puis qu'il se lance en pleine face. Puis qu'après ça, à terre, il cherche du sang dans sa bouche. Mais c'est un peu comme Ça hier. m'a donné- C'est hier le coup au visage de Brendan Eagle, où John Cooper Oui, ben a ça aussi, mais explosé en arrière du banc. exactement. Tu sais, là, on a vu, je sais pas c'est qui était par terre, Nico Mikola, là. Il y a un joueur du Lightning qui tombe à genoux sur la bande, puis lui, il s'en vient comme ça, dans sa face. Le gars, il est déjà à terre, il a pas à rondelle. Pas de punition là-dessus. Aaron Ekblad qui rentre coude premier dans le front de Brendan Eagle, pas de punition. Ou s'il y a eu une punition, ouais, je pense qu'il va y avoir un hearing, mais ça sera pas plus qu'un match. Brendan Eagle a été suspendu pour un match pour obstruction. Matthew Tkachuk fait la même chose à Jane Genzel le match d'après. Pas de punition, pas de suspension. Le gros problème présentement, c'est la constance. C'est pas qu'est-ce qui colle ou qu'est-ce qui colle pas, c'est que il y a pour un joueur, un coup à tête, c'est 2 minutes. Pour un joueur, un coup à tête, c'est une suspension. Puis pour le joueur numéro 3, il regarde dans les estrades, comme tu dis. Tu peux pas espérer avoir des séries égales, puis c'est toujours ça dans les séries, ils collent le moins de punitions possible pour pas impacter le match. Qu'est-ce que tu fais quand tu colles pas les punitions? Tu impactes le match. Tu voles un powerplay à une équipe, tu donnes un powerplay à l'autre, puis je suis un fan du Canadien comme vous autres. J'aime pas comment l'arbitrage va présentement dans la série du Canadien, mais on peut pas non plus faire comme si les Canadiens n'ont pas eu quelques pénalités douteuses à leur avantage aussi. Je vais vous concéder qu'on en a eu moins que Washington, selon mon observation aussi, mais il y en a eu des deux bords. L'arbitrage est juste tellement inconsistant
qu'ils callent n'importe quoi, n'importe quand, n'importe qui. On dirait qu'ils vont au hasard les yeux fermés. C'est des cross-checks d'un base correct, l'autre base pas correct. En deuxième période, c'est l'inverse. Là, il y a une équipe qui a le droit de donner des cross-checks, l'autre équipe n'a plus le droit. Ça fait pas de sens. Puis pour ce qui est des coups à la tête, tu pourras jamais. On dirait que la NHL se sacre royalement de la santé de ses joueurs quand la NFL, le ballon est parti de tout ça de la main du corps arrière, tu le frappes, tu as une punition, c'est automatique parce qu'il protège les corps arrière. Mais la Ligue nationale, quand il y a quelqu'un qui reçoit un coup à la tête, c'est ah, mais peut-être qu'il essayait de jouer la rondelle, puis qu'il a accroché l'épaule, puis qu'il a frappé à la tête. Non! Il y a eu un Juste non. étirement du Ça coude touche sur à le la bord tête, de c'est son une nez. suspension, c'est tout. Tu veux protéger tes joueurs, encore plus tes. Là, je vais pas faire semblant qu'Alex Carrier, c'est un joueur étoile, là, mais tu veux protéger tes joueurs, puis surtout tes joueurs étoiles. Pas de coup à tête. Un coup à tête, suspension, ça devrait être automatique. T'as pas le droit de frapper à la tête. Je m'en sac que ce soit un accident ou pas. T'as pas le droit de toucher à la tête. Les gars vont commencer à faire attention. Si tu donnes des vraies suspensions, tu penses que ça leur calisse. Excuse-moi. Tu penses que ça leur fait quelque chose? 5000$ d'amende? Le gars fait 6 millions par année. Non, c'est sûr. Puis, C'est comme si moi, là, je pogne ma batte de baseball, puis je te fesse dans le front, puis que la police me charge 20$. Je comprends pas. Il n'y a aucune logique aux règles de coup à la tête, puis visiblement, ça me fâche. Non, mais c'est correct. Puis, tu sais, Nico, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Tu sais, on prend l'exemple des Capitals de Washington. Le club est composé de gros bonhommes. Le club est imposant. Le club frappe constamment. Pierre-Luc Dubois, Anthony Beauvillier qui fait 5 et 9, 160 livres mouillés après avoir sorti de la douche, frappe comme un cochon. Tom Wilson frappe comme un cochon. Alex Ovechkin, le bœuf des Capitals, frappe comme un cochon. Je peux comprendre que dans la Ligue nationale de hockey présentement, on veut laisser jouer. Mais t'as parlé d'une chose importante, Cédric. On peut-tu protéger nos joueurs? J'ai pas de problème que ce soit les playoffs. J'ai pas de problème qu'on laisse jouer un peu plus. Mais quand il y a des coups à la tête, quand il y a des coups volontaires à la tête, on peut-tu mettre nos culottes pis sévir? Que ce soit Alex Carrier qui fasse 1,5 million, que ça soit Jake Evans sur un 4e trio ou Alex Ovechkin à 8,5, 9,5 millions, peu importe. On peut-tu avoir l'étiquette de c'est pas permis ou c'est permis pis de sévir? En saison régulière, on suspend. En séries éliminatoires, on fait rien. Si tu suspends en saison régulière, il faut que tu sois capable de l'autre côté de suspendre ou de donner une amende au moins. Puis une amende salée, là. 5000$ pour eux autres, c'est une boîte de Cracker Jack à l'épicerie, là. Arrêtez de me niaiser avec vos 5000$, là. Arrêtez de me niaiser avec vos 5000$. Là. Si t'es capable de suspendre un match, 2 matchs, 3 matchs pour un coup à la tête en saison régulière, faut que tu sois capable d'amener cette étiquette-là en éliminatoire. Puis en ce moment, la Ligue nationale, non seulement se fout de ses partisans, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de manquer de respect à ses propres joueurs. Ce sont ces joueurs, ce sont de la sécurité de leurs joueurs qu'on parle. Puis je suis pas mal sûr, moi, que du côté de l'association des joueurs, on n'est pas content présentement, là. Mais moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se dit dans le bureau de Gary Bettman, puis qu'est-ce qui s'est dit aux arbitres de la Ligue nationale de hockey, parce que honnêtement, là, ça va de pas de mieux en mieux, là, ça va de pire en pire. Là. Plus les matchs avancent. Puis j'ai pas hâte de voir rendu à la finale de la Coupe Stanley, là. Il y en a une couple qui vont être comme Rasmus Anderson là, à Calgary, puis qui vont avoir le péroné cassé, puis qui vont avoir joué les playoffs avec la jambe cassée. Puis il y en a un qui va avoir de quoi, puis qui va avoir joué les séries au complet, puis on n'aura pas sévi pour ce genre de geste-là. Je sais pas si vous voyez où je m'en vais, là. Mais moi, honnêtement, regarde, je me considère un peu comme un outsider dans cette conversation-là parce que le hockey, c'est pas mon sport principal. T'sais, c'est sûr que je comprends qu'est-ce que c'est, je le suis exactement, mais ça, c'est vraiment ma question en tant qu'outsider. J'ai entendu ça beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, ces fautes-là, ces mises en échec-là, ces calls qui n'ont pas été callés, c'est à cause que c'est du hockey de série. Mais je comprends pas, en fait, c'est quoi l'argument. Vu que c'est les séries, est-ce qu'il faudrait pas que ça soit plus, je sais pas le terme exact en français, mais lenient? Genre,
ou plus comme sévère. Ouais, exactement. Vu que, tu sais, je comprends pas c'est quoi Mais l'argument, en c'est fait, de dire que... c'est Vas-y, que vas-y. en séries éliminatoires, on laisse le jeu aller. J'ai plus d'intensité. On étire la corde un peu plus parce qu'on le sait que ça va être plus intense, on le sait que ça va frapper plus. Ouais. Fait que, oui, les arbitres de la Ligue nationale, en début de série, on le sait, il y a le message d'en haut, laissez-les aller, laissez-les jouer. Mais il y a une nuance entre dire laissez-les aller puis prévenir la sécurité des joueurs. J'ai pas de problème à ce qu'on laisse frapper, à ce qu'on laisse se battre. Mais il faut faire attention, là. Quand c'est rendu qu'on laisse aller puis qu'on laisse passer des coups à la tête, là, c'est de la sécurité des joueurs qu'on parle. Jamais je vais dire, hey, empêchez-les de se battre, empêchez-les de frapper. Non, c'est les playoffs, c'est normal. Mais empêcher des coups à la tête. Hey, il y a des joueurs qui ont des étiquettes de commotion cérébrale. Il y en a qui sont peut-être à une commotion de virer légumes, là. Il y en a qui sont à une commotion de virer Batman, là. Tu veux pas ça. Tu veux pas virer Batman. Tu veux pas te ramasser du jour au lendemain à avoir le IQ hockey de Michael Pezzetta. Tu veux pas ça. Oh non, pas Mais Pezzetta. tu parles de PZT, il est là le problème. C'est qui la tête du département de la sécurité des joueurs? C'est George Parros. C'est Josh Parros. Voyons, là. Le gars, il en a-tu pas fait 25 et demi des Ouais. commotions, là? Le gars, il a mangé C'est une un drette bagarreur par toute sa Armstrong au carrière. Centre Bell, puis il a plongé comme... Tu sais, l'histoire de l'arbitrage des séries, j'ai pas de problème. Tu sais, les batailles devant le filet, là, des coups de bâton dans le bas du dos, des petits coups de bâton sur les jambes, ça va arriver. Des mises en échec un petit peu tardives, encore une fois, tant que c'est pas à la tête, ils vont pas coller de l'obstruction là-dessus. Je peux le concevoir parce que tu le laisses jouer, tu sais que ça va frapper plus fort. Dès que ça touche à la tête ou dès que c'est excessif, il y a pas de, il devrait même pas avoir de question de oui, mais c'est les séries. Il y a des jeux qui sont, il y a des gens qui vont qualifier ça de pénalité soft, là, des petits slashings sur la jambe devant le filet. Dans les séries, je peux concevoir que ça tuera jamais personne. Ça va faire mal, mais ça tuera pas personne. Un cross-check dans le bas du dos, ça tuera pas personne. Un cross-check qui lance le gars en pleine face sur la patinoire, ça devrait être automatique. C'est dangereux. Les coups à la tête encore plus, je reviendrai pas me fâcher encore une fois là-dessus, mais c'est juste purement dangereux. Puis c'est pas des jeux de hockey. C'est pas une bataille à un contre un pour la rondelle qui va te faire donner un coup de coude d'en face au gars en avant, hein. Ça n'a pas de place du tout dans le hockey. Puis même à pleine vitesse, des fois, tu sais, la mise en échec de Wilson sur Carrier, à pleine vitesse, ça avait pas tant l'air d'une mise en échec à la tête. Mais on a-tu le droit de revenir à la reprise, comme tu l'as mentionné tantôt, Marco? On call des 5 minutes dans la saison pour revenir en arrière. Des fois, on call même pas la punition du tout, au final. Ça arrive. Pourquoi on fait pas ça dans les séries? Ils veulent pas impacter le match, mais finalement, c'est ça qu'ils font, à rien caller, là. Tu blesses des joueurs, puis tu voles des powerplays à certaines équipes, puis je trouve ça vraiment dommage qu'on soit rendu là avec l'arbitrage, que là, le laisser jouer met plein de joueurs en danger pour aucune vraie raison valable. C'est même pas des jeux de hockey la moitié du temps. Non, je suis 100% d'accord. On vous rappelle le sondage du podcast de ce soir. Match numéro 5, Canadien-Washington. Qui remportera le match présentement? C'est majoritairement à 100% le Canadien qui l'emportera selon les votes du sondage. Messieurs, en terminant, le Canadien qui va affronter les Capitals dans le match numéro 5 demain soir à compter de 19h. À quoi s'attend de la rencontre? À quoi on s'attend du Canadien de Montréal? Et quelle est votre prédiction pour le match de demain? Je pense que ça va être difficile, surtout avec un retour à Washington face à l'élimination. Ça sera pas un match facile. On peut voir par exemple des parallèles avec l'année 2010, le printemps à Lac. Un gardien slovaque qui vient prendre la relève en première ronde contre Washington. Les Canadiens perdaient 3-1 en 2010. On a été capables de remonter la pente, donc il y a certains parallèles à faire pour ceux qui croient en ça. Donc je crois encore à mes Canadiens. Je vais avoir mon chandail et ma casquette, je vais être assis sur le bout de mon sofa du début à la fin de la game. Je vais vous le dire à vous aussi, si les Canadiens finissent par battre Washington, je m'achète un vrai chandail du Canadien de Alexandre Carrier. C'est dit, ça va être fait. Si le Canadien est capable de passer par-dessus Washington, c'est ça que je vais faire. Cependant, pour ce qui est de ma prédiction, je pense malheureusement qu'avec un retour à Washington, les Canadiens vont perdre le prochain match. Ça va avoir été une bonne série quand même pour le Canadien.
2 bons matchs qu'ils auraient pu remporter dans les 2 premiers, une belle victoire lors du match numéro 3. Donc je pense que c'est une série, si elle se termine en 5, qui va avoir été plus serrée que ce que le résultat final va en avoir l'air. Je pense que les Canadiens sont bien battus, puis comme tu l'as dit, je vais être loin d'être fâché après une défaite du Canadien, je vais être déçu. Parce que c'est sûr que tu veux voir ton équipe gagner la coupe, mais c'est de l'expérience pour les jeunes. C'est des gars comme Lane Hudson, comme Slavkovski, comme Demidov, qui apprennent à jouer du hockey série, du hockey de série, du hockey intense. Puis c'est des matchs de plus simplement pour leur expérience, surtout pour Demidov, qui va revenir l'année prochaine avec plusieurs matchs là, déjà en dessous de sa ceinture pour. Derrière sa ceinture, je sais plus c'est quoi l'expression, peu importe. Pour aller chercher un deuxième trophée Calder de suite pour le Canadien, on espère. Mais je pense que la série ne durera pas beaucoup plus longtemps. Donc je vais dire Washington 3-1 demain soir. Ouais. Moi, honnêtement, c'est plate, là, mais je vois pas vraiment les Canadiens gagner demain soir. C'est ça qu'on aimerait, ça être optimiste, tout ça. Mais je suis optimiste pour le futur. Ça, par contre, je suis très, très, très optimiste pour le futur. Regarde, je vais pas répéter qu'est-ce que Cédric a dit, puis qu'est-ce qu'on a répété pendant tout le long, genre jusqu'à ce qu'on s'en aille en playoff, tout ça. Cette équipe du Canadien-là, elle m'a rendu contente, honnêtement. Elle nous a fait rêver, elle nous a fait pleurer, elle nous a rendu en colère. Comme le CF Ça a été Montréal. une... Ouais, pas mal tout. Je veux pas Pas en plus je veux pas en pleurer parler, je veux qu'en pas en parler. Je veux pas en parler, 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 ok? Je veux pas en parler, s'il vous plaît. Même si j'ai la casquette, je veux pas en parler. Bref. Qu'est-ce que je disais? Toutes les émotions, toute la vague d'émotions qu'on a avec cette équipe du Canadien de Montréal, je l'ai appréciée, je l'ai adorée, je l'ai haï, mais bref, moi, j'ai hâte pour la saison prochaine, puis hey, on va essayer de pas se faire recevoir d'amende. Allez, Abzalé! Écoutez, de mon côté, c'est difficile. C'est difficile. Le Canadien nous a montré de belles choses contre les Caps. Le Canadien a été compétitif, mais là, j'ai l'impression que le Canadien est magané. Là. Le Canadien avance à reculons. On a Carrier qui est magané. On le sait, Armia est magané. Anderson est magané. Ils sont tous maganés présentement. Laine est magané. Puis Laine devrait rester en haut dans les estrades. On voit des belles choses tout de même. Que dire de Demidov qui est foudroyant jusqu'à présent? Ce gars-là va être une bête. Ça va être un monstre. Le Canadien s'en va à Washington avec un retard de 1-3 dans la série. On l'a déjà vu par le passé, Cédric l'a dit, dans le printemps à Lac. On l'a vu en 2021 contre les Leafs. Le Canadien a été capable de revenir. Le groupe était un peu moins jeune. On avait plus de vétérans. Est-ce que le Canadien pourrait surprendre à Washington? Je pense que oui. Est-ce que j'y crois? Difficilement. Je dis pas que j'y crois pas. Je crois que le Canadien pourrait l'emporter demain. Attention. Si le Canadien l'emporte demain, je pense que le Canadien pourrait remporter la série en 7. Parce que là, tu remportes un match à Washington, tu reviens devant tes partisans, t'as pas le droit de l'échapper. Puis quand tu remontes un déficit de 1-3 pour revenir 3-3, tu veux pas te faire sortir en 7 après ce que t'as dû donner pour en arriver là. Donc voici mes prédictions. Si le Canadien l'emporte demain, et je pense que le Canadien va l'emporter 3-2 sur les Capitals, le Canadien remportera sa série en 7. Si le Canadien l'échappe demain, eh bien la semaine prochaine, ce sera le bilan de saison du Canadien de Montréal. Ce ne sera pas un bilan négatif. Ça va pas être un bilan où on va sortir nos mouchoirs. Je pense que ça va être un bilan positif. Il va y avoir beaucoup de choses à discuter. Ça ne sera pas un podcast d'une demi-heure, ça je vous le garantis. Est-ce que ça va être un podcast de semaine ou de fin de semaine? Chose certaine, ça va être un bon show. Le Canadien demain 3-2. Je l'espère et je vais y croire. Même si j'ai un léger doute. Cédric a parlé qu'il était prêt de s'acheter un chandail d'Alexandre Carrier. Mon chandail de Demidov est en route. Donc moi, mon achat est fait. Je me suis dit, Demidov,
J'ai pas le choix. Les gars, on va espérer que ça se continue. Donc, il commence à tonner par chez nous. Fait qu'avant que ça coupe, on va arrêter ça là. Les gars, bon match demain. Puis au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Yes. Yes, sir. Mesdames, messieurs, c'était le podcast 100% CH tenu en ce 29 avril 2025. Canadiens qui affrontent les Capitals demain en direct de Washington à compter de 19h. Canadiens en retard 1-3 dans la série. On vous souhaite un excellent match. On vous dit go Habs go. Et à la semaine prochaine. Ciao. L'échec d'avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant